Lettre au maître inconnu. William Aspinall, écrivain, romancier et critique colombien né à Herveo, une municipalité du département de Tolima. Lettre au maître inconnu. Les gouvernements confient souvent aux guerriers la mission de sauver leur peuple. Sauver le pays, disent-ils à un homme à cheval, une lance à la main, et qui a le devoir héroïque de démanteler des groupes féroces d'ennemis armés. Aujourd'hui, la situation en Colombie est différente. C'est l'enseignant qui a le devoir et la possibilité de sauver la société. Mais qui est le professeur? Pas nécessairement quelqu'un qui a ce métier et qui est payé pour enseigner. Je crois qu'en chacun de nous il doit y avoir un enseignant, tout comme en chacun de nous il doit y avoir un élève. Il y a tellement de choses à apprendre que personne ne peut se permettre d'être uniquement celui qui enseigne et personne ne peut se permettre d'être uniquement celui qui apprend. Nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps sombres, c'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de penser qu'il n'y a que des lieux spécialisés appelés écoles où l'enseignement et l'apprentissage ont lieu. Le pays tout entier est l'école, le monde entier est l'école, et un bon professeur doit aussi nous aider à apprendre les leçons que nous donnent les fleuves quand ils débordent, les forêts quand elles sont abattues, l'industrie quand elle n'est pas consciente de ses responsabilités, politiciens lorsqu'au lieu de remplir leur noble mission de gestion des ressources publiques pour le bien commun, ils s'abandonnent à la corruption et à l'égoïsme. Tous les êtres humains apprennent continuellement. La réalité n'est pas que nous n'apprenons pas, mais que nous apprenons souvent ce que nous ne devrions pas. Car rien ne s'apprend autant que l'exemple, et toute personne dans le monde moderne est continuellement exposée à des exemples éloquents et terribles. La télévision n'est pas exactement une leçon de savoir-vivre, la politique n'est pas toujours une leçon d'honnêteté, la publicité n'est pas une leçon de modestie et d'austérité, l'économie mondiale est loin d'être une leçon de générosité, la façon dont le monde est gouverné est de bien sûr pas une admirable leçon de logique. Et quand les élèves, en répondant aux tests d'évaluation de leur processus de compréhension, montrent qu'ils ne savent pas manier les principes de base de la logique, qu'ils ne savent pas raisonner, qu'ils ne savent pas déduire, qu'ils ne comprennent pas bien le sens des textes, qu'ils ne parviennent pas à argumenter clairement et méthodiquement, souvent ce qu'ils nous montrent, c'est qu'ils vivent dans un monde qui n'enseigne pas la logique, qui ne fait pas preuve de bon sens, qui ne transmet pas l'ordre mental, qui ne pas enseigner la compréhension avec les autres. Ne commettons pas l'erreur de penser que tout cela est dû exclusivement au fait que les enseignants sont défaillants, que les méthodes pédagogiques sont défaillantes, que l'école est défaillante. Ce qui se passe, c'est que l'école n'est qu'une partie du système éducatif, et parfois on décharge sur elle tout le blâme des maux et toute la responsabilité des solutions. C'est pourquoi je répète que l'éducation a le devoir de corriger les maux de la société et de la sauver en ces temps de confusion et d'angoisse, mais je m'empresse de préciser que cette éducation doit impliquer toute la communauté et pas seulement l'école. Alors professeur. L'école, cependant, a des possibilités d'aider au changement que d'autres secteurs n'ont pas. Rencontrer les gens dès leur plus jeune âge, lorsqu'ils sont les plus réceptifs, les plus curieux, les plus vifs et les plus capables de faire confiance à leur guide. Il a tout le temps d'expérimenter des méthodes d'apprentissage faisant appel à l'enthousiasme, à la solidarité, à une saine émulation, à la coopération, à la capacité de jouer, à une mémoire extraordinaire et au sens de l'honneur et de la fierté personnelle qu'ont normalement les jeunes lorsqu'ils ne sont pas traités dans une façon offensante ou despotique. Tout enfant est plein de questions, et l'éducation serait plus facile s'il ne croyait pas qu'il était plein de réponses, s'il apprenait que, comme disait Novali, toute énigme est un aliment, quelque chose qui nous pousse à chercher, qui devrait nous pousser à chercher toute notre vie. Que la pire chose qui puisse arriver à une vraie question est d'être rassasié de la première réponse que vous trouvez. L'éducation ne doit pas tant consister à nous remplir de certitudes qu'à guider et nourrir nos recherches. Si quelqu'un s'intéresse, par exemple, au sujet de la santé et de la maladie, il vaudrait la peine de se demander pourquoi presque tous les médicaments proviennent des plantes, quel mystère presque miraculeux il y a dans ces sillons et dans ces graines. Et il est commode pour chacun d'entre nous de se demander quand la gastronomie et la médecine se sont séparées. Je n'ai aucun doute que la gastronomie et la médecine étaient à l'origine la même chose, et je pense qu'elles devront l'être à nouveau. La médecine préventive est un aliment, et une bonne partie de la médecine curative doit l'être aussi. Le monde moderne semble nous montrer que plus les deux choses sont éloignées, plus elles sont profitables et plus elles sont nocives. Si ce que nous mangeons nous nuit, l'industrie pharmaceutique en profite davantage. Tout cela a à voir avec l'idée que j'évoquais auparavant que le monde entier est en quelque sorte l'école, et que l'éducation est, ou devrait être, partout. Je vais donner un autre exemple qui a à voir avec la nourriture.
Une espèce aussi ancienne et intelligente que l'espèce humaine aurait dû apprendre depuis longtemps qu'une nourriture fiable est sûre depuis 50 siècles. Je veux dire, les aliments que nous avons mis à l'épreuve depuis 5000 ans nous donnent déjà toutes les garanties qu'ils sont sains, qu'ils sont bénéfiques. Ces graines que nous avons domestiquées au fil des millénaires, maïs, blé, orge, seigle, ce lait, ces fromages, ces fruits, ces légumes et ces noix. Il faut dire que ces boissons aussi, les jus, les bières, les vins. Mais ces derniers temps, l'expérimentation scientifique a commencé à modifier ces graines longtemps conquises. La génétique est en mesure d'incorporer des gènes d'une espèce à une autre, de renforcer ou de modifier certaines de ses caractéristiques, et tout cela est bien, il est très humain d'enquêter et d'expérimenter. Mais bien sûr, ce qu'une espèce sensée et prudente ne peut faire, c'est d'incorporer immédiatement ces résultats dans l'alimentation commune, alors qu'il reste des décennies, voire des siècles, pour savoir quelles seront les conséquences de ces modifications. Il convient d'être attentif aux folies de l'industrie, capable parfois de proposer d'introduire brutalement dans l'alimentation humaine un produit génétiquement manipulé, par souci de rentabilité, en prétendant que des tests suffisants ont été effectués, sans encore savoir ce effet causera ces changements sur l'information génétique des générations. Une autre caractéristique presque divine de la nature est la prodigalité des graines. Chaque espèce dans le monde a toujours gaspillé ses graines, le pollen fertile vole au vent, les graines humaines et animales, les mécanismes de reproduction, sont d'une abondance écrasante, et cela prouve que la tendance principale de la vie est la volonté de permanence, la conception de perpétuation, et que la principale assurance de l'espèce est la générosité, l'abondance des ressources pour multiplier ce que Rubén Darío appelait la fertilisation universelle, toute puissante. Maintenant, la technique et l'industrie ont commencé à apporter de curieuses modifications, inventer, par exemple, des fruits sans pépins, afin de devenir propriétaires des brevets et obliger les producteurs à devoir racheter les graines, toujours et toujours. Ils prétendent qu'avoir fait une innovation sur les biens de la terre leur assure la propriété sur eux, la privatisation de leurs dons. Je n'ai jamais rien vu qui contredise d'une manière plus alarmante la prodigalité de la vie. Quand la nature nous a-t-elle facturé ces graines ? Quand nous a-t-il privés du droit de cultiver des oranges et des vignes ? Je ne parle pas habituellement des péchés, mais il m'est difficile de concevoir un péché plus évident que celui de remplacer l'infinie générosité de la nature par l'avarice du marché. L'éducation soulève le débat sur des questions comme celle-ci, et en ce sens, ce qui doit être appris ici est le même que ce qui doit être appris sur toute la planète. La planète est l'école. Il existe cependant d'autres domaines où l'éducation s'intéresse aux problèmes locaux. J'ai entendu dire que lorsqu'un Chinois visite un autre pays, il assume l'attitude que ce n'est pas une personne qui lui rend visite mais que c'est la Chine elle-même qui vient. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve cela hautement recommandable. Chacun de nous devrait être une sorte de synthèse consciente de la terre à laquelle il appartient. C'est connaître le pays, sa géographie, sa nature, son histoire, ses coutumes, être le porte-parole d'une communauté, le représentant d'une tradition et d'une façon unique d'être au monde. Et bien sûr, en ces temps, il convient que chaque être humain soit en quelque sorte le monde, qu'il représente l'humanité, ses souvenirs et ses valeurs, ses ressources et ses espoirs, et l'éducation doit nous aider à avoir cette haute conscience de nous-mêmes. Nous-mêmes et le monde auquel nous appartenons. La principale caractéristique de l'être humain, qui le différencie de toutes les autres créatures, est sa capacité à apprendre. Certains animaux sont capables de s'entraîner, d'assimiler des comportements, mais la plupart ont incorporé des informations instinctives qui leur permettent seulement de survivre et de répéter une façon d'être au monde. L'abeille fait du miel et il ne lui viendra jamais à l'esprit de faire autre chose. L'innombrable fourmi sait gratter les feuilles et en nourrir le champignon qui nourrit sa fourmilière. Ce félin sait chasser les antilopes et cet hippopotame sait se rafraîchir dans l'eau. Cette araignée sait tisser ses mailles exquises et ce castor sait faire des barrages avec des rondins. Mais seuls les êtres humains sont capables d'apprendre et d'innover. L'homme est cette créature dangereuse capable d'inventer des épées et des socs, des violons et des canons, des cathédrales et des camps de concentration, des symphonies et des bombes nucléaires. Je ne sais pas si nous sommes pleinement conscients que notre capacité à apprendre est à la fois notre principal privilège et notre principal danger. Que les ressources avec lesquelles nous construisons notre civilisation, la langue, l'État, la technologie, la science, la pensée, la discipline, peuvent aussi servir à construire notre enfer.
Nous sommes des enfants de la nature, mais nous sommes différents du reste de la nature, nous cherchons comme aucune autre créature, et si le pire peut être attendu de nous, c'est aussi un réconfort de savoir que le meilleur peut être attendu. Apprendre, c'est d'abord apprendre la langue, car ce n'est que dans le domaine de la langue que réside notre capacité à interpréter le monde, à le comprendre et à le transformer. La langue, c'est aussi bien sûr la mémoire, et pas seulement la mémoire personnelle mais la mémoire accumulée des générations, de l'art de préparer la nourriture, les ustensiles, les vêtements, des cérémonies qui nous apprennent à passer d'une époque à l'autre, à partager, à célébrer, remercier, voir les techniques qui permettent de cultiver, d'habiter, de transformer, d'affronter l'inconnu. L'aventure de vivre est une aventure formidable, et la réalité est essentiellement incroyable. Mais comment apprend-on une langue ? À toutes les époques, la ressource était des histoires et des chansons. Une voix affectueuse racontait des histoires depuis le berceau, la musique de chaque région nous apportait en chansons les secrets élémentaires du monde. Je ne suis pas sûr que les histoires et les chansons continuent d'accompagner les êtres humains dès leur plus jeune âge, peut-être que l'écrit, l'imprimé parviennent à les remplacer, mais je doute que les écrans de télévision et les procédés dits audiovisuels parviennent à nous introduire de la même manière aux secrets du langage, qui ne sont pas seulement des secrets de sens mais des secrets de son, de rythme, d'affection, d'identification. À travers ces paroles cordiales entendues tôt, nous apprenons à nous sentir partie d'une communauté, d'une manière d'être, et cela ne vient que de la compagnie d'autres êtres humains. Comme l'a dit Juan de la Cruz, voit que la maladie de l'amour ne se guérit pas, mais avec la présence et la figure. Mais nous sommes entrés dans une époque où seul ce qui est loin semble valoir, celui qui parle à côté de nous est moins important que celui qui téléphone, les corps semblent gênés, les fantômes, les signes, les simples voix, sont plus confortables. Il y a ceux qui pensent que l'éducation consiste principalement à nous informer. Certains poussent leur foi plus loin et pensent que l'éducation doit nous remplir de connaissances. Bien que ce soit une erreur de croire qu'apprendre c'est mémoriser, les examens ne font souvent que mettre à l'épreuve cette faculté humaine. On croit que ce dont on ne se souvient pas n'est pas connu. Mais si vous vous souvenez de quelque chose, le savez-vous vraiment ? La phrase de Nietzsche « Nous ne savons que ce que nous savons faire » semble exagérée, mais elle est intéressante et stimulante. L'éducation formelle fait parfois penser que les mathématiques, que la physique, sont un ensemble de formules à mémoriser. Mais ces sciences exigent bien plus que de la mémoire, elles exigent que nous soyons capables de raisonner, d'analyser, de résoudre des problèmes de différentes manières. Les tests d'évaluation de notre éducation nous révèlent que nous n'apprenons ni à raisonner, ni à argumenter, ni même à comprendre ce que nous lisons. Et on pense que nous n'avons pas de preuves pour évaluer ce que nous apprenons en termes de coexistence, de respect des autres, d'incorporation de valeurs éthiques, de cordialité avec la nature, d'appartenance à la communauté. J'ose dire, malheureusement, que ces autres évaluations de notre éducation existent, ce sont les taux de criminalité, les niveaux de corruption, les taux de violence domestique, les innombrables procès qui s'accumulent devant les tribunaux, la montée de la délinquance, la tombe des commentaires dans les forums publics. Grâce à un vaste processus de réflexion, nous avons identifié certains problèmes qui doivent être résolus de toute urgence dans les processus éducatifs. Ils concernent la pensée, la créativité, l'affectivité, la communication et la socialisation. Apprendre à penser par soi-même exige une reconnaissance respectueuse de la dignité et de l'importance de qui il apprend. La science, disait Estanislao Zuleta, demande argumentation et démonstration, et quelque chose ne se montre qu'à celui qui est notre égal, un inférieur est commandé, un supérieur est supplié, seul un égal à nous est argumenté et lui montre. Pour cette raison, l'enjeu principal dans le domaine de la pensée et de l'argumentation est le respect de la dignité de ceux que l'on enseigne ou avec qui l'on dialogue. Tout autoritarisme forme des êtres sujets ou rancuniers, jamais des êtres libres et égaux. Dans le domaine de la créativité, le principal allié est l'art. Résoudre des problèmes de manière originale et harmonieuse demande un sens du beau, un sens du rythme et de l'équilibre, et une conscience que les processus doivent être agréables. Pour être artistique, l'éducation doit procurer plaisir et enthousiasme. Il doit avoir la rigueur de la perfection et la joie du jeu. Dans l'ordre de l'affectivité, où les sentiments sont impliqués, le sens de la justice, de l'harmonie et de la courtoisie est nécessaire. Il est essentiel que les choses apprises soient vraies et belles, mais elles doivent aussi être bonnes, ce qui implique un système d'évaluation. Nous avons également besoin de compétences en communication, et l'instrument dans ce domaine n'est pas seulement le langage mais le dialogue.
La conversation, que Kant considérait comme le plus important des arts. Et enfin, le but de tout processus éducatif n'est pas seulement de créer des êtres humains libres, lucides, harmonieux et expressifs, mais aussi des êtres ayant un profond sentiment d'appartenance à une communauté. La compétitivité extrême stimule l'égoïsme, les exercices coopératifs stimulent notre conscience que nous avons besoin des autres, renforcent notre sens de la communauté. Peut-être que le contenu de l'éducation, étant si important, est secondaire, ce dont nous avons peut-être le plus besoin, c'est peut-être d'une philosophie de l'éducation, d'une attitude, d'une méthode et surtout d'un objectif. Le but de l'éducation ne peut être de nous faire réussir et rentabiliser, cela limite l'éducation à la formation de travailleurs sans grâce et sans valeur, cela nous plonge dans le danger de croire que là où il y a réussite individuelle, la mission est remplie. Il faut voir comment le trafic de drogue a mis à nu la folie d'une éducation tournée vers la rentabilité et la réussite, montrant que ces choses-là peuvent se faire sans passer par l'école, et montrant surtout que la richesse séparée d'un sens profond de la dignité et de la communauté n'apporte peur aux individus et aux sociétés. Nous n'évaluerons jamais assez le rôle du faire dans les processus éducatifs. Il convient de rappeler l'ancienne phrase de Confucius, « Je l'ai entendu et je l'ai oublié, je l'ai vu et je l'ai compris, je l'ai fait et je l'ai appris ». Je voudrais donc terminer ces méditations en vous rappelant l'importance de 3 choses. Premièrement, apprendre en faisant. La seconde, comprendre que l'éducation n'éduque pas tout le monde mais chacun, que pour être une formation qui aide à vivre, elle doit prendre en compte les questions qui naissent de chaque conscience, de chaque être humain. Et la troisième, qu'en route pour dépasser l'aspect purement cérébral, théorique et intellectuel, il est urgent d'apprendre avec tout le corps. Pour tout cela, il est sans aucun doute nécessaire que les enseignants soient la plus précieuse des ressources d'une société. Ils sont les principaux chargés d'introduire une toute nouvelle génération dans l'univers. Comment peuvent-ils avoir moins de reconnaissance que les guerriers ? Les moyens alloués à l'éducation doivent aussi être la preuve que nous voulons sortir de l'ère de la barbarie, entrer dans l'esprit de la civilisation. Terminé. Lettre au maître inconnu. William Aspinall.